Bonjour et bienvenue donc à cette deuxième conférence dans le cadre de la série Participons à un monde meilleur. Donc, mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Je suis également enseignant depuis près de 20 ans. J'ai également écrit plusieurs ouvrages dans le domaine des thérapies intuitives. Alors, cette conférence est un petit peu inusitée par rapport donc à ce que je fais normalement, puisque je vais vous parler d'économie. Alors, évidemment, c'est, c'est un petit clin d'œil. Je ne vous parlerai pas d'économie dans le sens économie du terme. Je vais vous parler davantage de mon regard sur l'économie et sur la société en fin de compte, puisqu'il s'agit évidemment de se rappeler que dans la première conférence, j'ai un petit peu énoncé ce qui animait ce qu'on pourrait appeler la matrice, hein, cette fameuse univers finalement subtil dans lequel tous les êtres humains sont étroitement reliés, sans le savoir, à une forme de mémoire finalement collective humaine. Et cette mémoire collective humaine, ben, elle développe en quelque sorte une certaine forme d'autonomie, une certaine forme de personnalité, pourrait-on dire, qui fait que moi, en tant qu'être humain, quand je regarde le champ énergétique d'une personne, bien évidemment, je regarde la personne avec son corps physique et je constate que ce corps physique-là, il y a une certaine énergie qui émane de ce corps physique-là, qui est associée donc à une énergie, mais également à des informations de son histoire personnelle, de mémoire familiale, de mémoire d'autres vies. De la même façon, lorsque je regarde la collectivité humaine, je constate que cette collectivité humaine dégage un certain rayonnement énergétique. Si on parle par exemple d'un pays comme le Canada, mais ce Canada-là a donc une certaine énergie qu'il va émaner, qui va donc avoir des informations d'ordre psychique associées à l'histoire personnelle de la collectivité humaine canadienne, de la collectivité canadienne, et également donc l'histoire familiale de cette collectivité canadienne-là et des résonances, des mémoires d'autres vies pouvant être associées à cela. Donc, vous comprendrez que lorsqu'on regarde un être humain, un individu, on va donc voir une histoire, une trame psychique qui est là et qui est étroitement reliée avec cette fameuse matrice dont je parlais tantôt. Lorsqu'on parle d'une collectivité humaine, on doit comprendre que cette collectivité humaine, elle est également aussi colorée par ces composantes-là, finalement, qui vont faire que un être humain, donc, est finalement un peu prisonnier, pourrait-on dire ça comme ceci, de cette fameuse matrice qui fait que l'être humain se trouve un peu manipulé, en fin de compte, par cet inconscient-là, dont il n'est pas conscient, justement, parce qu'il n'est pas en mesure de développer des outils pour y accéder. On verra, bien sûr, que la pleine conscience intuitive a pour objectif de nous amener à explorer ce monde subtil-là et de développer des outils pour apprendre justement à interagir avec ce monde subtil-là et se rendre compte qu'il est possible d'influencer ce monde subtil-là dans un sens bienfaiteur, dans un sens positif. Puisqu'on a vu lors de la première conférence que cette fameuse matrice était animée par des éléments primitifs qui font que l'être humain se trouve nourri d'une façon consistante et continue par cette mémoire finalement primitive, des instincts primitifs qui nous ramènent constamment à valoriser, je dirais ça comme ceci, des éléments de survie qui font que l'être humain ne parvient pas à élever sa conscience dans des sphères supérieures. Donc, quels sont ces instincts primitifs-là dans un contexte économique? Hein, puisqu'on va regarder ça, c'est qu'on va se rendre compte que quand je vous parle d'économie, on va découvrir que l'économie touche énormément de secteurs dans la vie finalement humaine, puisque l'économie va jouer sur les crises politiques qui existent entre les différents peuples. On va se rendre compte que ça touche aussi les guerres qui vont exister dans les différents peuples, ça touche la pauvreté dans le monde, ça touche la famine dans le monde, ça touche les catastrophes naturelles aussi à quelque part. Donc, finalement, la collectivité humaine, elle est fortement influencée par cette convention créée par l'être humain qui est l'argent et qui a fait qu'on a développé donc ce qu'on appelle l'économie. Et sur quoi reposent les fondements de cette économie-là? Ça repose sur des principes bien simples. Ça repose sur le premier chakra qui est relié donc à la sécurité. La sécurité est essentielle pour chaque être humain. Et évidemment, tout être humain, ben, quelque part, devrait idéalement avoir la capacité de pouvoir avoir des conditions favorables pour qu'elle puisse donc trouver cette sécurité-là essentielle. Donc, avoir une maison, avoir des vêtements, avoir une nourriture, bon, avoir tous ces éléments fondamentaux qui font qu'un être humain va pouvoir se dire, ben voilà, je suis dans une position de sécurité. Je peux faire confiance à la vie parce que j'ai tout ce qu'il faut pour être en sécurité dans ma propre vie. Alors ça, c'est un élément fondamental qui existe depuis le début des temps et c'est évident qu'à travers les temps, justement, il y a eu des constructions mémorielles qui se sont faites et qui ont nourri en quelque sorte l'insécurité. Pourquoi? Mais parce que justement,
dès le début de l'avènement de l'être humain, mais évidemment, l'être humain, quelque part, s'est donc débattu pour arriver à trouver la sécurité. Puis aussi, il a compris quelque part que la sécurité qu'il pouvait avoir, bien évidemment, il fallait qu'il s'en préserve, il fallait qu'il la préserve, il fallait qu'il la protège. Alors, tout doucement, s'entraîner quoi? Mais s'entraîner, évidemment, cet esprit de possession que l'être humain a développé. L'esprit de possession, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? C'est qu'il a appris justement à constater que s'il possédait un territoire, ben il avait l'occasion, il avait le droit donc de le protéger, ce territoire-là, en prenant des armes, en manifestant une certaine forme de domination, de pouvoir sur les autres êtres humains qui entouraient ce territoire-là, pour bien faire comprendre que ce territoire-là lui appartenait. Donc, il y a tout le concept de la possession de l'espace territorial qui en est résulté. Et cet espace territorial-là, bien évidemment, a entraîné donc l'idée que moi, j'ai des choses dans mon territoire, dans mon espace qui est à moi, et ces choses-là, bien peut-être que je peux donc les vendre ou les échanger pour d'autres choses que d'autres personnes ont, effectivement. Puis là, ça crée évidemment cette notion de commerce ou d'échange entre moi, ce que j'ai et ce que toi, tu as. Et cette notion d'échange-là, évidemment, a reposé sur un autre principe d'instinct primitif humain qui est relié justement à la domination. C'est-à-dire que moi, si je domine sur toi, ben moi, je peux te faire croire des choses. Je peux te faire croire que ce que j'ai a plus de valeur que ce que toi tu as. Et si je suis plus fort physiquement, ou si j'ai un pouvoir de psychique ou émotionnel plus imposant vis-à-vis de toi, ben quelque part, il risque que je puisse arriver à te convaincre que j'ai une plus grande valeur que toi. Alors, c'est là qu'on a commencé à comprendre, évidemment, cette notion d'illusion que j'appelle, qui est reliée à l'économie, qui est reliée à l'argent. C'est-à-dire que la valeur de l'argent est relative. Je donne un exemple. Je peux acheter aujourd'hui quelque chose et demain, cette même quelque chose-là pourrait être à 50% de rabais. Parce que quelque part, il y a une réduction qui commençait demain et je n'étais pas au courant. Et j'arrive demain, puis finalement, je constate que le même objet que j'ai payé un certain prix serait à 50% demain. Donc, on comprend ici que tout le concept de l'économie repose sur quelque chose de virtuel, une valeur relative aux choses qui font effectivement qu'une personne qui a une argumentation de vente très poussée va pouvoir vendre son truc, alors que finalement, quelqu'un pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus de valeur, mais comme il n'a pas cette argumentation de vente, ben, il ne pourra pas le vendre. Alors, ça m'amène évidemment ici au pouvoir de persuasion, qui s'est développé aussi comme un élément primitif chez l'être humain, qui a amené donc l'être humain à croire que parce qu'il pouvait justement persuader les êtres humains, hein, leur faire croire des choses, ben, il allait pouvoir finalement vendre des choses qui ne sont pas d'une valeur réelle. Hein. J'arrive à te faire croire que cet objet-là que je te vends a une valeur de certains prix, alors que finalement, le véritable prix juste de ça, ce serait la moitié prix de ça. Mais comme on a construit cette espèce de volonté de croissance perpétuelle au niveau de l'économie, ben on est arrivé effectivement à laisser croire à l'humanité, en fin de compte, hein, que quelque part, il y avait comme une espèce de nécessité naturelle d'augmenter les prix, de toujours finalement donner de plus en plus de valeur à toute chose et à faire en sorte effectivement qu'on en arrive aujourd'hui dans des villes plus particulièrement, à des trains de vie très difficiles à soutenir, puisque, évidemment, les maisons coûtent cher, les appartements coûtent cher, la nourriture coûte cher, tout devient de plus en plus élevé. Donc, ce qui veut donc dire que on est toujours constamment confronté à devoir faire plus d'argent pour pouvoir arriver à préserver ce que l'on a comme acquis. Et là, ça devient un piège pour l'être humain. Et puis pour moi, c'est évidemment, ça va bien avec cette notion de virtualité face à l'économie, de croire effectivement que ce qu'on a créé, qui est de l'argent, mais quelque part, cet argent-là doit toujours croître. Pourquoi il doit toujours croître? Mais parce que, au fond, nous, en tant qu'être humain, on a cette notion que plus je domine, plus j'existe. Et plus je domine et plus j'existe, plus j'ai l'impression, effectivement, que je deviens grand et fort et puissant. Et évidemment, donc, il y a donc toute une classe humaine qui va donc davantage être hyperactive dans le sens de son énergie est plus forte vers l'extérieur, elle s'impose plus aux autres. Puis il y a une autre classe d'individus qui sont plus hypoactifs, qui vont plus accepter de se faire imposer. Donc c'est là qu'on parle de classe dominant et dominée. Et tout ça, finalement, c'est comme construit à notre insu, dans notre inconscient, à travers les temps, puisque à travers les temps, on reproduit continuellement ces mêmes dynamiques-là, qui reposent sur des éléments fondamentaux et très simples, qui sont simplement cette notion de sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure, la notion évidemment de reconnaître ce qui m'appartient et ce qui m'appartient pas, donc la notion de possession finalement, qui fait quelque part que j'ai, selon la valeur humaine, j'ai plus de valeur parce que j'ai réussi à acquérir un certain nombre de choses, qui fait que j'ai plus de valeur que d'autres êtres humains.
alors qu'on sait que je peux avoir très bien acquéri ces éléments-là matériaux par exploitation d'autres êtres humains, mais en même temps, on va me donner plus de valeur malgré tout. Donc, vous voyez quelque part quelque chose de vicié dans cette définition de la réussite aussi, entre autres. Puis, il y a aussi donc toute la notion du pouvoir, hein, ma capacité à persuader les autres, de faire croire aux autres à travers donc la publicité, par exemple, qu'on retrouve à la télévision, qu'on retrouve maintenant sur Internet et qu'on trouve un peu partout. Hein. La publicité qui joue sur les suggestions, qui joue sur des associations d'images que l'on fait, qui jouent sur de la manipulation, en fin de compte, pour nous faire croire quelque chose et qui fait que la publicité est là uniquement pour nous vendre quelque chose et qui n'est pas associée donc au réel produit, qui n'est pas associé non plus à la qualité du produit comme tel, mais qui est associé souvent à des arguments de vente. Et ces arguments de vente nous éloignent finalement encore là de la dimension humaine. Alors, vous voyez que cette économie de cœur dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, ben, c'est certainement, dans un premier temps, on a certainement l'obligation, nous, en tant qu'êtres humains, de poser un regard sur la société dans laquelle on est, puisque la société dans laquelle on est fonctionne sur des principes économiques qui sont viciés à la base, puisqu'ils reposent sur les instincts primitifs de l'être humain qui n'ont pas pu évoluer à travers les temps, puisqu'on est constamment, cette fameuse matrice nous nourrit, omnibulée en fin de compte, par ces instincts primitifs-là qui nous ramènent constamment vers les bases que je viens de vous présenter, qui nous ramènent tout le temps vers cette notion de vouloir accumuler, accumuler, accumuler sans cesse, au risque d'exploiter la planète Terre au point que la planète Terre, ben, quelque part, soit complètement épuisée de ses ressources, au risque on exploite, qu'une classe humaine exploite une autre classe humaine et domine cette autre classe humaine-là et la rend inhumain, au risque qu'on exploite les animaux, qu'on exploite les forêts, bon, qu'on exploite la nature, qu'on exploite tout, avec cette idée qu'on a donc donné une valeur financière à tous ces éléments-là, alors que finalement, on doit bien comprendre que la planète Terre n'appartient à personne et que les ressources, surtout sur la planète Terre, sont des ressources qui doivent servir intelligemment la collectivité humaine. Sauf que les instincts primitifs qui dominent l'être humain depuis le début des temps ont fait que l'être humain s'est perdu en chemin par rapport à tout ça et qu'il est devenu finalement prisonnier en quelque part de cette fameuse matrice. Donc, si vous voulez bien, on va regarder qu'est-ce qui a fait que cette économie, de quelle façon que l'économie, à quelque part, se construit à travers depuis le début des temps. Il y a des fondements, à quelque part, assez simples dont j'aimerais vous parler concernant cela. La première façon d'envisager l'économie, c'est évidemment concernant donc cette dimension terrestre. Je suis dans mon corps physique, dans mon corps terrestre. Je cherche à bâtir ma richesse parce que quelque part j'ai compris qu'en étant avec cette richesse-là, je pouvais donc dominer le monde en quelque sorte. Hein. Donc de quelle façon que je vais développer cette richesse-là? Ben, dans un premier temps, c'est en étant physiquement fort, puissant, en assumant quelque part que moi, j'ai un territoire qui me plaît à côté, ben, je vais aller le chercher. Et s'il y a quelqu'un qui vient m'empêcher de le prendre, ben, je vais le tuer. Et c'est là quelque part, ça c'est le premier principe de l'économie, c'est cette fameuse domination physique. La domination physique qui fait que moi, parce que je suis plus fort que toi, je peux te prendre quelque chose. Et si on regarde historiquement parlant, quand on regarde les puissances mondiales, quand on regarde l'histoire des puissances mondiales dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures du monde, on retrouve effectivement ces principes de dominance physique qui ont fait que les êtres humains ont pu donc s'imposer à d'autres êtres humains. On regarde ça même dans un contexte religieux. Hein, par exemple, on retrouve bien cette volonté de dominer qui s'est manifestée également dans les systèmes religieux, tels que la religion catholique, par exemple. Donc, on comprend ici que cette dominance physique est un des premiers éléments qui a fait qu'on peut développer une économie qui va reposer sur un principe de dire, ben voilà, moi, je suis le roi, je suis celui qui domine, et parce que je suis dominant, je prends des décisions, j'impose mes idées, j'impose ce que je veux pas, et les soumis doivent se comporter, doivent se conformer à ça. Alors évidemment, ce que je suis en train de refléter là, c'est comme une espèce d'archétype, pourrait-on dire, qui s'est construit dans la conscience humaine, qui fait que tous les êtres humains sur Terre présentement acceptent ces conventions-là au nom d'une diplomatie, au nom d'une certaine forme de justesse. Hein. On va parler sans doute de la diplomatie, on va parler des systèmes politiques qui cherchent justement à développer une certaine forme de reconnaissance mutuelle que tous les êtres humains, quelque part, vont trouver une certaine forme de place dans la société parce que justement, de développer un système politique qui est juste. Et on sait évidemment que dans ce système politique-là, il y a plein d'éléments viciés aussi. Pourquoi? Mais parce que l'argent est encore au rendez-vous. Parce qu'encore une fois, cette volonté de croissance est encore au rendez-vous. Il y a des gens riches qui influencent
les politiques, etc. Donc, vous voyez qu'on est toujours finalement en train de vivre dans cette espèce de trame, quelque chose qui nous ramène constamment vers vers l'idée quelque part qu'il y a donc un groupe de gens qui ont un certain pouvoir. Ce pouvoir-là s'est accumulé avec le temps et ce pouvoir-là, on ne veut pas le perdre. Donc, on cherche à le préserver en dominant les autres et en s'assurant que les autres ne pourront pas prendre possession d'un espace trop important qui ferait qu'on pourrait se sentir un petit peu en danger par rapport à ce qu'on aurait accumulé jusqu'à maintenant. Donc, oui, ça, c'est un des premiers éléments. Le second élément, ça touche toute la notion, tantôt on en a parlé un petit peu, de la publicité, c'est-à-dire laisser par le pouvoir de la parole, par le pouvoir de la persuasion, de quelle façon que je peux te convaincre que je suis quelqu'un qui a plus de valeur que toi, par exemple. Alors, on sait que des êtres qui ont des égos qui sont forts dans le monde entier, hein, on en rencontre de tous les jours, hein, des gens qui ont une humilité, puis des gens qui ont une espèce d'égo fort. Ces gens qui ont un égo fort ont naturellement envie d'être dominants, de prendre plus de place que les autres. Et ces gens-là qui sont plus forts, bien évidemment, qui n'ont pas peur de prendre leur place, qui n'ont pas peur d'être déplacés, même d'être non humains, en fin de compte, dans la façon de se comporter en certains cas, ben, nous, les êtres qui vont être plus soumis, ben, ils vont accepter cette position-là. Donc, vous voyez que dans le monde humain, on va même valoriser ces gens-là. D'ailleurs, des fois, on entend dire des choses comme ça. Par exemple, ah, mais cette personne est tellement naïve. Là. Elle te dit tout ce qu'elle pense. Elle dit tout. Elle ne cache rien. Et on va la regarder en se disant, mais cette personne-là, finalement, elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Mais qu'est-ce qu'elle n'a rien compris? Cette personne-là qui se veut authentique, se veut vraie. Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris? Elle n'a pas compris quelque part que l'être humain n'est pas vrai. Elle n'a pas compris que l'être humain ne doit pas être vrai. Elle n'a pas compris quelque part que l'être humain doit être hypocrite, doit chercher justement à prendre face à l'autre personne. Évidemment, je fais des grandes caricatures dans tout ça, mais je vous faire comprendre que ce grand principe-là de la manipulation psychique existe depuis le début des temps. Puis c'est beaucoup basé sur le principe de les grands orateurs, par exemple. Les grands orateurs, les gens quelque part qui ont l'art de faire passer des informations, des règles ou des lois par des voies détournées. Et on retrouve ça beaucoup dans la publicité, comme je disais tout à l'heure, où on apprend évidemment à constater que la publicité, elle nous vend quelque chose, et ce qu'elle nous vend, ben quelque part, si c'est pas un produit de qualité, ils vont pas venir nous dire ce n'est pas un produit de qualité. Ils vont vouloir nous faire croire que c'est un produit qui a une grande valeur, puis qu'il nous faut absolument l'obtenir. Alors, vous voyez que quelque part là-dedans, on accepte justement que l'être humain n'est pas authentique, n'est pas vrai, au nom, encore une fois, de la croissance économique, au nom que finalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et nous, on accepte ça parce que nous-mêmes, on va dire, ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne, donc moi aussi, je vais fonctionner comme ça. Donc, je vais vendre des choses qui ne sont pas nécessairement appropriées pour quelqu'un, mais je ne vais pas lui dire que c'est pas approprié parce que je vais lui faire croire que c'est essentiel, parce que je dois lui vendre, parce que si je lui vends pas, ben je vais avoir des problèmes économiques, et si j'ai des problèmes économiques, ben je pourrais pas obtenir je pourrais pas garder le même rythme de vie que j'avais auparavant. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose vraiment de malsain dans cette vision du monde et qui fait quelque part que chaque être humain, dans cette espèce de trame et cette espèce de construction de la pensée humaine, fait que la société s'est forgée sur des conventions de malhonnêteté et, dans ce sens-là, de manque d'authenticité. Donc, c'est un deuxième élément que je pense qui est vraiment important à apporter. Le troisième, évidemment, c'est tout en liaison avec davantage le plexus solaire au niveau des chakras, dans lequel on parle du dominant et du dominé. Donc, le dominant et dominé n'est pas nécessairement une position, quand on est dominant, on n'est pas dans une position où on va nécessairement se battre avec quelqu'un. Un dominant, c'est quelqu'un qui a appris justement à reconnaître qu'il avait une autorité sur les gens. Alors, cette autorité-là, évidemment, elle repose sur plein de principes. C'est-à-dire que dans la société, il y a donc des gens qui vont développer des positions sociales et ces positions sociales-là vont leur donner un certain statut et ce statut-là on va leur donner ce statut-là parce que le système politique, le système de la société va donc va attribuer à ces gens-là un certain statut et à d'autres un non-statut, etc., qui va faire qu'il va y avoir une forme que j'appellerais, moi, d'inégalité sociale qui va en résulter, puisqu'il y a des gens qui ont des pouvoirs qui leur sont donnés et d'autres gens qui ne peuvent pas bénéficier de ces pouvoirs-là. Je vais donner des exemples de ça pour comprendre des choses. Je pense entre autres au Moyen Âge où à un moment donné, on a décidé de dire quelque part que toute personne qui n'était pas en relation, qui se disait être en communication avec la nature, avec la vie, avec les esprits, je ne sais quoi, ben, elle était possédée par le démon. Donc, il y a eu énormément de femmes, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient sensibles à ça, qui ont été mises sur un bûcher parce que justement, on les a reconnues comme étant donc associées à Satan.
Et évidemment, tout ce processus, toute cette façon de faire-là a fait que la religion catholique a pu donc se mettre dans une position de dominance d'une façon beaucoup plus importante parce qu'elle a vraiment fait comprendre à tout le monde que toute personne qui n'était pas dans son rang, ben, quelque part, était possédée par Satan et qu'on allait la brûler. Donc, il y avait quelque chose, une forme d'intimidation là-dedans très puissante. Alors, vous voyez que ce troisième principe-là, c'est un principe qui est plus subtil parce que justement, on n'a pas l'air d'être agresseur. On a l'air d'être au contraire des gens qui protègent la société. Par exemple, on va dire, ben voilà, j'ai mis sur le bûcher ces personnes-là parce qu'elles étaient dangereuses, parce qu'elles étaient possédées par Satan. Alors, vous voyez qu'il y a quelque chose de très subtil dans la façon d'amener cette information-là parce qu'on laisse croire qu'effectivement, on est en train de protéger la société, alors que finalement, on est simplement en train d'imposer notre façon de voir le monde et d'obliger l'être humain, quelque part, à devoir se soumettre à cette vision que moi j'ai à ce moment-là. Donc, on fonctionne sur un principe de dominance à ce moment-là, et cette dominance-là, elle est reconnue par une société, par un système, qui fait que cette dominance-là va donc avoir un impact sur la collectivité, puisque la collectivité n'a rien à dire, en fait, sur cette dominance-là, parce que cette dominance-là, ben, quelque part, elle a le grand mot, parce qu'elle a la puissance, l'autorité, l'armée, la justice, etc., de son côté. Donc, vous voyez, j'amène des éléments de réflexion. Je ne dis pas quelque part que tout ce que je vous dis, c'est exactement qu'il faut le prendre comme du content, mais je vous amène des réflexions par rapport à ça parce que je crois que c'est important de réfléchir justement sur cette fameuse matrice, comment elle fonctionne, en fin de compte. Cette fameuse matrice qui va faire que, finalement, d'un point de vue énergétique, moi, parce que je dégage un certain champ énergétique, je vais donc développer dans le monde terrestre une volonté de prendre possession de mon espace. Et cette personne qui va être capable de prendre possession de son espace, c'est souvent des gens qui ont une certaine hyperactivité dans leur champ énergétique, qui ont envie donc de prendre de l'espace parce qu'ils ont besoin de se réaliser dans le monde terrestre. Alors, ces gens-là vont donc évidemment dominer l'espace dans lequel ils vont être parce qu'ils vont devoir justement le faire, parce qu'ils vont comprendre dans leurs instincts primitifs qu'ils ne peuvent pas collaborer avec les autres êtres humains, puisque les autres êtres humains pourraient prendre leur place. Donc, c'est comme ça que progressivement s'est construit le monde économique dans lequel on est, c'est-à-dire c'est un monde de profit, un monde de dominants, et un monde dans lequel les gens qui ne sont pas capables de prendre leur place autant que ceux que je viens de nommer, bien inévitablement, se retrouvent dans une position où ils vont être plus soumis et plus en retrait. Évidemment, quand on continue à progresser dans l'hiérarchie des chakras par rapport à cette notion d'économie de cœur dont je vous parlais tantôt, si on aborde la chakra du cœur, par exemple, où on apprend finalement à reconnaître que dans le cœur, il y a un début de société nouvelle qui commence à prendre forme. Et cette notion d'économie de cœur commence évidemment à prendre conscience, se développer parce que justement, on arrive à cette étape du cœur. Qu'est-ce que c'est que cette étape du cœur? C'est qu'on commence à comprendre que le système dans lequel on se trouve à être ne fonctionne pas. Pourquoi il ne fonctionne pas? Bien parce que j'ai expérimenté pendant un certain nombre d'années un certain nombre de choses et je comprends qu'il y a des injustices, je comprends qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, etc. Et là, ça m'amène vraiment à envisager qu'il serait possible d'envisager un autre monde que celui que je vis présentement. Je commence à réfléchir, à me dire, mais ce qu'on est en train ce qu'on a construit comme monde n'est pas le monde adéquat pour fonctionner comme il le faudrait. Il faudrait construire un nouveau monde. Ce nouveau monde-là, quelque part, c'est un monde qu'on commence à reconnaître dans notre cœur en se disant, ben voilà, moi, il me semble que le monde serait meilleur s'il y avait tel élément qui faisait partie de celui-ci. Et comme je deviens conscient de ça, ben, je commence à prendre conscience qu'il serait peut-être possible de développer ce nouveau monde-là. Et c'est là que je vais avoir envie de devenir un messager. Hein, le messager, c'est qui? C'est l'être humain qui commence à se dire, ben voilà, moi j'ai envie de participer à un monde meilleur, j'ai envie de changer le monde tel que je le perçois. Et c'est là qu'on commence à concevoir que ces gens-là vont souvent prendre des chemins un petit peu alternatifs. Ils vont s'associer à des regroupements plus humanistes, des regroupements écologiques, des regroupements quelque part qui vont proposer une nouvelle économie, qui vont proposer des nouveaux systèmes politiques, qui vont devenir justement désireux d'être activistes là-dedans parce qu'ils vont avoir envie effectivement de s'investir pour participer à ce monde meilleur-là. Et c'est certain que lorsqu'on aborde cette notion du cœur, ben ça veut donc dire qu'au niveau de notre matrice, au niveau de notre relation avec la matrice, on commence justement à reconnaître qu'il est possible de développer une maturité par rapport à ce système économique-là dans lequel on est et de dire non à tout. On ne peut pas dire non à tout, mais on peut dire non à un certain nombre de conventions qui sont admises naturellement par l'être humain. Par exemple, face à l'idée de je profite des autres, mais peut-être que moi, en tant qu'individu, je peux dire, ben non, j'ai pas envie de profiter des autres. Est-ce que si je profite pas des autres, je vais me faire profiter de moi?
Ça, c'est des peurs qu'on peut avoir, bien sûr, parce que dans la convention de la matrice qui s'est développée en nous, les instincts primitifs nous rappellent qu'on doit faire notre place et qu'on doit se débattre pour pouvoir arriver à exister. Alors, comme on est convaincu que c'est le seul moyen d'exister, c'est de se débattre et de faire en sorte qu'on va jouer les règles du jeu, bien inévitablement, on va s'éloigner de cette ouverture du cœur qui nous amène à se dire, mais peut-être qu'il est possible d'inventer un monde avec un nouveau regard. À quoi ressemblerait ce monde-là? Ben, il pourrait ressembler à quelque chose dans lequel on se dirait, mais tiens, au lieu de dominer les autres, est-ce que ce ne serait pas possible que je puisse collaborer avec lui? Alors, ça m'amène donc à vous parler peut-être un peu de la cohérence cardiaque, parce que c'est intéressant, la cohérence cardiaque. Il y a toute une société aux États-Unis qui travaille beaucoup sur cette recherche au niveau du cœur et du cerveau. C'est-à-dire qu'on constate qu'il est possible de développer par des techniques respiratoires, par la méditation, d'arriver à développer une cohérence entre le cœur et le cerveau. La cohérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rythmes cardiaques vont atteindre une certaine forme d'harmonie. C'est-à-dire que le rythme cardiaque va avoir une certaine souplesse, pourrait-on dire ça comme ceci, et cette souplesse-là va indiquer justement que les signaux du cœur passent au niveau du cerveau et le cerveau envoie des signaux du cœur, puis il y a une forme d'harmonie. Et cette harmonie fait de l'être humain un être capable de regarder les problèmes de la vie avec une façon mature, je dirais, de regarder les choses, c'est-à-dire une capacité de comprendre ce que je suis, ce que je veux, mes intérêts, mais de comprendre les intérêts de tous et chacun autour de lui et d'être capable de se dire, mais voilà, moi j'ai des intérêts, tu as des intérêts, tu as des intérêts, peut-être qu'on pourrait collaborer ensemble pour que tous les intérêts de tous et chacun puissent être reconnus. Plutôt que de dire, moi j'ai des intérêts et je vais vous imposer mes intérêts, je peux envisager que je puisse me dire, ben voilà, j'ai des intérêts, tu as des intérêts, tu as des intérêts, on va collaborer ensemble pour parvenir à mettre au monde une nouvelle vision de la croissance économique, pourrait-on dire. Et quand je dis décroissance économique, on peut envisager aussi que s'il y avait une décroissance économique, ben quelque part, ça ne serait pas dramatique. Pourquoi? Parce qu'on envisagerait la société sur un mode différent. La croissance économique repose sur quoi? Elle repose sur tout un système économique reposant sur l'idée qu'il faut toujours avoir de plus, 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 plus. Et ça, avec la société dans laquelle on est actuellement, on commence à en percevoir les limites, puisqu'on voit bien quelque part que la planète Terre, par exemple, n'a pas des ressources illimitées. Donc, on a beau parler de croissance économique perpétuelle, quand il n'y aura plus d'armes, par exemple, on ne pourra plus continuer à exploiter les armes. Donc, on va devoir trouver d'autres solutions. Donc, inévitablement, on doit commencer à rationaliser cette notion de croissance économique pour commencer à se rendre compte que si on commence à collaborer ensemble, on peut changer le monde parce qu'on n'est plus dans un désir absolu de devoir faire de plus en plus d'argent et de plus en plus de sous, mais de commencer à comprendre qu'il est possible d'envisager la société sur un nouveau mode de fonctionnement dans lequel l'être humain pourrait justement comprendre qu'il puisse donc exploiter d'une façon plus naturelle et plus saine la nature, être capable justement de pouvoir avoir des relations plus saines et justes avec les êtres humains, de pouvoir effectivement donc avoir une autre vision du monde qui fait qu'on puisse envisager un nouveau regard qui puisse prendre forme face à cette notion d'économie-là. Comment ça peut prendre forme, cette nouvelle vision de l'économie? Mais c'est certain que cette nouvelle vision, c'est que justement, comme je commence à devenir conscient que j'ai des intérêts, mais que tous les êtres humains autour de moi en ont aussi, ben je commence à développer donc une autre façon de concevoir l'économie, puisque je comprends que je ne suis pas là pour exploiter les êtres humains qui sont à côté de moi, mais je suis là pour collaborer avec ces autres êtres humains-là. Donc, évidemment, on ne peut pas parler je ne vous parlerai pas d'un paradis terrestre, ça ne serait pas vrai. Mais je peux vous parler déjà d'avancer vers un monde meilleur. Le monde meilleur, bien évidemment, c'est de me rendre compte que moi, en tant qu'individu, je peux déjà commencer à observer cette relation que j'ai avec la matrice qui me convainc depuis que je suis né, mais aussi en tant qu'être humain, l'histoire collective humaine, ben, quelque part, on s'est comme construit ce monde-là. On s'est construit un univers psychique qui fait quelque part qu'on a compris que le seul moyen d'exister, c'était de nourrir nos instincts primitifs pour effectivement valoriser ceux-ci, pour faire en sorte qu'on puisse dominer face à d'autres êtres humains. Et là, on commence à comprendre avec l'économie du cœur, qu'il est possible d'envisager autrement les choses, de commencer à comprendre qu'il est possible de poser un regard plus humain face à cette économie-là, de commencer effectivement à tendre la main à d'autres êtres humains, à concevoir qu'il est possible donc de développer une économie dans laquelle il pourrait y avoir même le troc qui pourrait être présent. On pourrait concevoir qu'il est possible
de collaborer avec d'autres êtres humains en ayant des propositions plus justes dans l'idée de dire, ben voilà, j'ai un produit à te vendre, mais ce produit-là, quelque part, ben, je le vends à un certain prix parce que quelque part, j'ai reconnu justement que la valeur que j'ai envie de donner au produit que j'ai, c'est pas une valeur que j'ai envie de gonfler, j'ai envie de trouver une forme juste pour qu'effectivement, tout le monde puisse trouver un espace juste et que tout le monde soit capable de dire, ben oui, ce prix-là est juste parce qu'effectivement, on reconnaît quelque part la valeur de ce produit-là. Donc, évidemment, c'est toute une autre façon de voir les choses quand je vous parle, parce que c'est de ramener l'être humain à sa juste place. Parce que l'économie nous a éloignés de notre juste place. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, par exemple, un être humain, on pourrait dire, chaque être humain a une certaine valeur, bien sûr. Mais est-ce que l'être humain qui aurait supposément plus de valeur qu'un autre être humain, par exemple, moi, je constate que j'ai plus de valeur que d'autres êtres humains, est-ce que ça veut dire que parce que j'ai plus de valeur que d'autres êtres humains, je mérite plus qu'eux? Est-ce que je mérite plus à quelque part d'avoir qu'eux? C'est une question intéressante parce qu'on peut se dire, est-ce que j'ai besoin de plus? Si je suis plus mature que d'autres êtres humains, est-ce que j'ai besoin, moi, de nourrir mon ego à un point tel que je vais prendre plus que ces êtres humains-là? Ça amène une réflexion. Je ne dis pas que j'ai toutes les réponses dans cet élément-là, dans cette conférence-là que j'avais envie de vous présenter, mais j'ai envie quelque part certainement de vous réveiller un peu, de vous bousculer un peu par rapport à des conventions humaines qui sont préétablies depuis bien longtemps, puis qui font qu'on fonctionne dans une société qui n'a pas de sens, et qui font que l'être humain n'est pas mis en avant. Et que si on met en avant l'être humain, ben on ramène l'être humain à se dire, ben voilà, chaque être humain a une valeur, et chaque être humain a une volonté d'être authentique les uns avec les autres. Et que si cette authenticité est développée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être authentique par rapport à mes intérêts, authentique par rapport à ce que j'ai envie de te vendre, par rapport à la valeur de ce que c'est et par rapport à la valeur de ce que je vais te le vendre. Je vais être authentique, il va être vrai, dans le sens qu'on va commencer à se sortir justement de cette espèce de monde de mensonges, cet univers de mensonges dans lequel l'économie s'est forgée, s'est construite et qui repose simplement sur le principe qu'on fait croire à quelqu'un que quelque chose a plus de valeur qu'il y en a vraiment. Et je pense que c'est malheureux, mais on retrouve ça dans toutes les strates du monde actuellement, cette vision de vouloir gonfler les prix pour pouvoir obtenir quelque chose, plus d'argent, etc. Et je pense que dans l'authenticité, mais ce que ça amène une économie mondiale différente où l'être humain repose sur le principe de dire, ben voilà, moi ce que j'ai envie, c'est de collaborer avec toi, j'ai envie d'être vrai avec toi et j'ai envie que tu sois vrai avec moi. Et dans ce sens-là, ben évidemment, si on fait des échanges économiques ensemble, ben on peut effectivement mettre notre véritable, avoir un livre ouvert, en fin de compte, dans lequel on reconnaît justement la valeur des choses en tenant compte, bon, évidemment, que il y a donc un prix pour construire quelque chose, pour concevoir quelque chose, puis un prix pour le vendre, parce qu'évidemment, j'ai besoin de faire de l'argent, j'ai besoin de gagner ma vie, etc. Mais de quelle façon qu'on peut parvenir à une économie qui est plus juste? Et cette économie qui est plus juste, ben, quelque part, elle repose justement sur la réflexion qu'on doit avoir sur cette idée de constante progression. Hein, je pense entre autres aux maisons, par exemple, on peut acheter une maison il y a 50 ans, acheter une maison et la revendre aujourd'hui après 50 ans, puis la vendre à un prix beaucoup plus élevé, surtout lorsqu'on est dans une ville, parce que justement, les villes deviennent de plus en plus il y a de plus en plus de monde, parce qu'évidemment, plus en plus de monde qui est là, parce qu'évidemment, c'est là que se trouve souvent l'opportunité de pouvoir travailler, etc. Donc, est-ce que c'est normal, ça? De dire, ben oui, une maison, ça vaut un certain prix, puis plus tard, ça vaut un certain prix, puis que de cette façon, on peut faire beaucoup d'argent, etc. Est-ce que c'est normal de demander à des gens de payer une maison 5 fois le prix du prix initial, au nom, à quelque part, d'une inflation, je ne sais quoi? Alors, tout ça, finalement, implique, à quelque part, une réflexion différente. Alors, je ne dis pas qu'on doit être plus pape que le pape. Mais ce que je dis, c'est qu'on doit avoir une réflexion pour se sortir de cette fameuse pensée de croissance justifiée qui fait que moi, je vais pouvoir faire beaucoup d'argent parce que j'accepte de jouer les règles du jeu. Les règles du jeu, évidemment, c'est ça la matrice. Quand on est pris dedans, bon, on se laisse prendre par ces règles-là. Et je pense que c'est important de comprendre que cette matrice-là, elle nous amène vraiment, collectivement parlant, vers la destruction du monde, en quelque part. Et ça, il faut le comprendre. Et que cette matrice-là, si on n'est pas capable de réagir actuellement par rapport à elle, c'est tout simplement parce qu'on est omnibulé par le besoin quelque part de préserver ce qu'on a. Il faut se rappeler que si on a tout ça, nous, hein, au Canada, par exemple, pour donner un exemple, ben, il y a peut-être des pays qui n'ont rien à cause du fait que j'ai beaucoup, moi, en tant que Canadien. Le français, même chose. Hein, on peut envisager que le français a beaucoup de choses parce que peut-être d'autres pays n'ont pas ce quelque chose-là. Donc, on comprend ici que quand on commence à regarder l'économie, on commence à regarder justement que chaque pays donc a
construction de l'économie qui s'est forgée selon sa puissance. Hein, si on pense aux États-Unis, évidemment, ben, les Américains sont une puissance mondiale qui a pu justement se manifester comme une puissance mondiale en imposant parce qu'ils avaient une puissance économique, en imposant à d'autres pays peut-être plus pauvres leur pouvoir, leur force pour arriver à obtenir ce qu'ils voulaient d'eux. Donc, vous voyez quelque part qu'on comprend que les enjeux politiques se manifestent autour de l'économie, se manifestent sur cette idée que parce que j'ai un pays qui est fort économiquement parlant, je peux écraser un pays qui est déjà faible économiquement parlant et faire en sorte que je peux l'exploiter. Et de cette façon, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est les guerres. Hein, quand on regarde historiquement parlant les guerres, on va comprendre souvent que s'il y a eu une guerre, c'est parce qu'il y a un pays qui a été dominé pendant très très longtemps, puis à un moment donné, ce pays-là a réussi justement à se développer une puissance assez forte pour pouvoir justement vouloir se venger, ou il va peut-être pas se venger sur le pays qui l'a dominé pendant un certain temps, mais il va se venger sur son voisin, etc. Donc vous comprenez que les pulsions agressives vont être finalement absorbées par l'être humain pendant un certain temps, puis à un moment donné, ça va exploser et ça va générer les guerres. Les guerres qui sont des guerres, c'est des atrocités, il ne faut pas se leurrer, hein. Ces atrocités reposent sur quoi? Mais ça repose justement sur le fait qu'on a été dominé pendant X temps, puis à un moment donné, on explose. Puis là, toute la collectivité humaine se dit, oh mon Dieu, c'est horrible cette guerre-là. Mais oui, mais cette guerre-là repose sur quoi? Elle repose sur ce qu'on sème, sur ce qu'on met dans la terre. Nous, on dit, ben oui, je suis étonné de voir qu'il y a autant de violence dans tel endroit dans le monde, mais cette violence-là, elle repose sur quoi? Elle repose justement sur des dominations qui ont été exercées sur ces pays-là pendant X temps. On n'a pas voulu le regarder, on n'a pas voulu le voir, parce qu'évidemment, les nouvelles ne nous transmettent pas ces informations-là, mais dans la trame psychique, justement, de laquelle nous nous trouvons, les instincts primitifs des collectivités humaines font, en quelque part, qu'on accepte, justement, que la puissance mondiale dans laquelle on est, que ce soit les États-Unis, le Canada n'est peut-être pas une puissance mondiale au même niveau que les États-Unis, mais ça reste que c'est une puissance quand même par rapport à d'autres pays. Et toutes ces puissances-là, mais évidemment, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles cherchent à dominer le monde. Et tout ça, quelque part, amène donc une vision aussi vers l'économie de cœur dans lesquelles les pays doivent chercher à collaborer de la même façon qu'un être humain pourrait collaborer avec un autre être humain. Donc, on comprend ici que cette économie nous amène donc à expliquer les relations individuelles. Hein? Pourquoi on vit dans des villes où les êtres humains sont méfiants les uns avec les autres? C'est parce que l'économie existe. Parce que si je suis ouvert à cette personne-là, elle va m'exploiter, elle va m'avoir, elle va me prendre quelque chose. Donc, comme j'ai peur qu'on me prenne quelque chose, je deviens fermé, je deviens plus désireux d'être en relation avec l'autre. Donc, on comprend ici que toute l'idée de cette économie de cœur repose justement sur cette transformation, cette fameuse cohérence cardiaque où on rétablit le cœur et le cerveau pour me rendre réceptif aux autres êtres humains et prendre conscience que je n'ai pas à prendre des êtres humains, je n'ai pas à leur donner non plus, j'ai à partager avec eux. Et ce partage est une nouvelle convention d'un point de vue individuel, d'un point de vue de petites collectivités dans une ville, par exemple. On doit envisager une autre stratégie où l'être humain doit apprendre à collaborer avec d'autres êtres humains. D'un point de vue plus pays avec pays, ben on doit comprendre que c'est la même chose. On doit arrêter d'envisager qu'un pays doit dominer le monde ou doit dominer un autre pays parce qu'il veut préserver à quelque part sa puissance, son pouvoir. On doit donc réfléchir tout haut, sans doute, hein, à cette idée que cette fameuse matrice dont je parlais tantôt, elle repose sur des pulsions primitives qui sont nourries d'un point de vue individuel et sont nourries au point de vue collectif de la même façon. Et ça explique pourquoi on n'est pas capable de se remettre en question par rapport à ces pulsions primitives-là qui nous dominent finalement. Puis ça, il faut se comprendre que quand je dis qu'elles nous dominent, c'est que ce sont des pulsions qui sont plus grandes que l'être humain. Et ces pulsions-là, évidemment, font qu'on n'est pas capable en tant qu'individu à se remettre en question par rapport à ça. Et c'est pourquoi que l'idée de la pleine conscience intuitive a pour objectif donc de nous amener à réfléchir sur comment moi je pourrais reposer un regard différent sur cette fameuse matrice pour que je sois capable donc de comprendre que je peux me détacher de cette matrice-là pour être capable de renouer contact avec une position d'alignement dans laquelle je puisse renouer contact avec la véritable mission de vie que j'ai à faire sur Terre. Parce que la mission de vie que j'ai à faire sur Terre, est-ce qu'elle est d'exploiter les êtres humains? Si vous me dites non, mais ça veut donc dire quelque part qu'il faut envisager une transformation collective humaine où on se dit, mais voilà, moi j'ai envie de faire une mission de vie, j'ai pas envie d'exploiter d'autres êtres humains pour me réaliser en tant qu'individu. J'ai pas envie d'écraser plein de monde autour de moi pour pouvoir dire ensuite, j'ai réussi. J'ai envie de collaborer avec d'autres êtres humains. Donc, ça implique évidemment que le messager
hein, qui est en nous, que chacun de nous portons. Ben, ce messager, c'est qui? C'est celui qui retrouve son alignement, avec son dimension spirituelle et qui renoue contact avec l'idée qu'il n'a plus envie de fonctionner à l'intérieur de cette fameuse matrice dont j'ai parlé tantôt, mais qui a envie de fonctionner en alignement avec sa nature humaine. Et ça veut donc dire, effectivement, qu'en étant dans cette relation-là avec la vie, ben, il peut commencer justement à tendre la main avec les êtres humains qui sont autour de lui. Ça ne veut pas dire que quand je dis tendre la main, d'être naïf, d'être stupide, d'être con. Ça veut dire d'être conscient que je peux tendre la main vers d'autres gens, tout en ayant une certaine conscience que l'être humain qui est devant moi n'a peut-être pas la maturité requise pour être capable de me tendre la main et d'avoir une relation juste avec moi. Et ça implique évidemment que je sois conscient des pièges et des dangers de cela et que j'atteigne donc un niveau de maturité suffisant pour comprendre que je ne peux pas collaborer avec tout le monde et qu'il va falloir que je me protège de certaines personnes, même des gens que je pourrais aimer. Parce que ces gens-là, quelque part, ne sont pas méchants. Ils sont simplement complètement habités, complètement prisonniers des instincts primitifs qui animent la matrice et dans lesquels ils sont en résonance. Et dans ce sens-là, bien évidemment, ils vont faire des choses qui vont dépasser leur bon vouloir parce que la matrice va complètement les rendre prisonniers de ça. Donc, vous comprendrez évidemment que tout le travail de la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre donc à comprendre que moi, en tant qu'être humain, je peux poser un regard sur cette économie-là. Je peux poser un regard sur l'économie mondiale, par exemple. Je peux développer, regarder de quelle façon que la matrice se manifeste dans cette économie mondiale-là. Quand on commence à regarder justement un petit peu ça, on se rend compte que la matrice, de quelle façon qu'elle se manifeste dans la pleine conscience intuitive, elle se manifeste par le principe justement de dominance. C'est-à-dire qu'il y a donc une forme d'instinct primaire qui est beaucoup en relation avec la survie humaine et qui dit « je veux exister ». Et l'être humain veut tellement et tellement exister qu'il s'épuise à créer son existence. Il s'épuise à vouloir dominer la planète Terre. Il s'épuise à vouloir dominer les animaux, le règne animal, le règne humain, le règne végétal. Il s'épuise à vouloir constamment dominer les ressources naturelles. Il s'épuise à vouloir constamment crier qu'il est le plus grand que tout. Et ça, c'est beaucoup relié à l'ego. L'ego humain qui, donc, effectivement, a l'impression qu'il ne peut pas exister autrement qu'en essayant quelque part de tout détruire autour de lui. C'est bête à dire, hein, de tout détruire autour de lui. Réfléchissez à cette chose-là. Pourquoi je dis tout détruire? Ben, regardez comment la planète Terre, on prend soin d'elle. L'être humain, comment il prend le soin de la planète Terre? Comment l'être humain prend soin des aliments, des légumes, des fruits, etc. Comment l'être humain prend soin des animaux? Comment, quelque part, l'être humain exploite les animaux d'une façon incroyable? Comment l'être humain exploite l'être humain? Et ça, c'est gros, là. Je le répète pour qu'on entende bien, là. Comment l'être humain exploite l'être humain? Comment l'être humain a appris à déshumaniser l'être humain? C'est grave. Quand on commence à comprendre ça, mais quand je vous dis que l'être humain a une pulsion de destruction, ben, quelque part, on comprend effectivement que c'est totalement vrai, c'est totalement justifié. Les faits parlent par eux-mêmes. L'être humain a développé des pulsions de destruction parce que son ego a l'impression que c'est le seul moyen pour lui d'exister que de dominer le monde. Et que quand on parle de cohérence cardiaque, dont je parlais tout à l'heure, bien évidemment, il faut savoir que la pleine conscience intuitive permet justement cette pleine conscience intuitive, cette cohérence cardiaque-là, parce qu'elle me permet justement de développer une position de témoin. Et cette position de témoin me permet donc de me dégager de cette fameuse matrice qui nous relie tout le temps à cette pulsion primitive-là et me permet d'observer cette pulsion primitive-là et d'être capable de commencer justement à interagir avec elle, de commencer à me rendre compte effectivement que moi, en tant qu'être humain, je suis animé par ces pulsions primitives-là et je suis capable de prendre la position de témoin, mais je suis capable d'observer en quoi ces pulsions primitives-là vont abîmer mon être, c'est-à-dire que moi, avec moi-même, je ne suis pas en pleine harmonie avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai peur de moi. J'ai peur du grand V qui est en moi, c'est-à-dire de la grande vie qui est en moi. J'ai peur de ma nature profonde, ma nature spirituelle, de la beauté de l'être humain que je suis. Si je regarde maintenant la relation que j'ai avec les autres êtres humains, je regarde que les autres êtres humains ont aussi cette peur-là. Ils ont peur de vivre, ils ont peur d'être en harmonie avec la vie. Ça explique pourquoi, justement, que l'être humain, collectivement, a développé une peur face à la vie. C'est pourquoi que l'être humain, collectivement, a peur des forêts, a peur des animaux, a peur des aliments, des végétaux, etc., a peur de la vie. A peur de la vie parce que la vie le confronte à devoir constater qu'il fait partie d'une organisation vivante beaucoup plus grande que lui. Et là, évidemment, quand on prend conscience de ça, ça fait pouf, la matrice vient de partir. Ça dit bien ça. La matrice vient de nous quitter.
et on retrouve la lumière. On retrouve l'espace lumineux qui permet à chacun de nous de retrouver notre dimension humaine, notre dignité humaine, qui nous permet de pouvoir se rendre compte que l'être humain qui est à côté de moi n'est pas un ennemi. Quelle que soit sa couleur, quelles que soient ses pensées, ses croyances, il n'est pas un ennemi, il est un être humain. Et cet être humain a le désir de communiquer avec moi, tout comme j'ai envie de communiquer avec lui. On commence à comprendre effectivement qu'à ce moment-là, on se découvre une société nouvelle, dans laquelle justement cette idée d'économie prend un sens complètement différent, puisque l'économie n'est plus au service de la destruction humaine et de l'exploitation outrancière de la planète, mais une autre vision de l'économie dans laquelle l'être humain commence à poser un regard de cœur vers la vie, avec le grand V. Et ce regard vivant que l'être humain porte vers la vie, ben, c'est un cadeau qu'il se donne. Et ce cadeau-là permet justement de se rendre compte que la pleine conscience intuitive, c'est en quelque sorte pourrait-on dire, un cordon ombilical qui me permet de me relier à la vie, qui me permet de prendre conscience que quand je pénètre dans mon propre corps et que j'utilise le véhicule imaginaire pour voyager en moi, pour découvrir que dans ce voyage que j'effectue en moi, je suis capable de capter des images, des sensations et des mots qui font que justement mon corps me parle, communique avec moi. Ben, ça veut donc dire que je commence à travers les images, les sensations et les mots que je capte, je commence à comprendre que le corps souhaite me parler. Il est capable de me faire part de ses problèmes, de ses difficultés, et moi, j'apprends justement à les écouter pour apprendre donc à m'harmoniser à eux. De la même façon que quand je le fais sur un être humain, je voyage vers l'autre être humain qui est devant moi, mais en faisant ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir justement me donner l'opportunité à cet être humain-là de me transmettre de l'information, de me transmettre des informations sur lui-même qui vont me permettre de mieux le comprendre. C'est là que je vais développer cette fameuse authenticité. L'authenticité envers moi-même, envers l'autre, où je commence à comprendre que je ne suis pas là pour cacher qui je suis, pour essayer de dominer l'autre. Je suis au contraire dans une position d'ouverture envers moi pour être capable de mieux comprendre l'autre. Et c'est cette ouverture-là qui fait que je me libère de cette forme de prison, je dirais. La prison humaine qui me ramène constamment à dire, il faut surtout pas que je montre que je suis humain. Il faut surtout pas que je montre que je suis vivant. Il faut surtout pas que je montre que j'ai des émotions, des sentiments. Vous voyez? C'est quelque chose qu'on entend souvent, ça. Puis dans le monde économique, souvent, hein, dans le monde des affaires, comme on dit, on doit surtout pas être émotionnel. Mais surtout pas être émotionnel parce que justement, l'émotion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous ramène à la dimension humaine. Elle nous ramène simplement à l'aspect fragile de l'humain. Alors que quand on est dans notre côté âme d'affaires, qu'est-ce qu'on fait? On devient froid, on devient inhumain, souvent, et on devient désireux de s'approprier, on devient désireux de croître, on devient désireux de développer et de grandir et grandir constamment, constamment, constamment. Alors, vous voyez qu'il y a des pièges là-dedans. Et c'est là que l'idée de la pleine conscience intuitive m'enseigne justement à faire des voyages en moi, faire des voyages envers mon partenaire, à découvrir que je peux voyager, et si on va le voir dans une autre conférence avec la nature, avec le règne de la nature, donc les arbres, les fruits, les légumes, les ressources minérales, les ressources végétales, les ressources humaines, les ressources animales, en fin de compte, tout ce qui s'appelle vie sur Terre, on peut communiquer avec lui et nous permettre donc de découvrir qu'il existe justement dans le monde humain quelque chose de grandiose, quelque chose de grand. Et que plus on apprend à découvrir ce grandiose-là, mais plus on apprend effectivement à constater que la pleine conscience intuitive est une occasion de transformer la conscience humaine pour se dégager de cette fameuse matrice et accéder justement à la grandeur de l'humain qui nous relie justement à sa dimension spirituelle, qui nous relie à sa vérité intérieure et qui nous permet donc de toucher notre essence fondamentale. Et c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous témoigner aujourd'hui grâce à cette conférence vers une économie de cœur. Bien sûr que dans les prochaines conférences, on va donc aborder d'autres sujets, mais évidemment, je reviendrai sur cette fameuse pleine conscience intuitive pour mieux cerner de quelle façon qu'elle peut nous guider. Mais avant de terminer, je vais quand même vous laisser une petite information là-dessus. Alors, l'idée donc de travailler sur cette fameuse économie de cœur, c'est d'apprendre donc simplement à retrouver notre alignement. Et dans ce sens-là, de quelle façon qu'on peut faire ça? C'est dans un premier temps avec l'enracinement. La pratique de l'enracinement est une technique fondamentale. Si vous êtes intéressé, vous pouvez accéder sur le site thérapie-intuitive.com au module 1 qui est gratuit de l'enseignement que je propose. Dans ce module-là, on vous enseigne justement comment pratiquer l'enracinement. Vous allez voir que cet enracinement-là est un enracinement qui nous relie à la vie et c'est pas quelque chose de théorique, c'est vraiment une expérience que l'on fait dans notre propre corps et c'est quelque chose de très beau puisque ça nous fait comprendre justement que si on s'enracine, ben, on retrouve cette position d'alignement où on reconnaît qu'on est une antenne vibrante et cette antenne vibrante ben, circule de nos pieds
jusqu'à notre cœur et de l'énergie du ciel vers notre cœur et on devient un peu le lien entre la terre et le ciel. Et c'est là quelque part qu'on reconnaît que dans notre cœur, il y a une forme de lumière qui se manifeste. Et c'est là que la cohérence cardiaque est possible. C'est là que cette liaison entre le cœur et le cerveau commence à prendre forme. C'est là que je commence à prendre conscience que dans mon cœur, ben, il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui me permet de voyager en moi, voyager vers un partenaire, voyager vers la vie. Et c'est là que je commence à comprendre qu'il est possible aussi de pouvoir développer une relation avec le vivant qui est différente, c'est-à-dire que je commence à comprendre que je suis dominé par des pulsions primitives qui sont en moi, mais qui sont aussi dans la collectivité depuis le début des temps, et j'apprends par le biais de la pleine conscience intuitive à commencer donc à interagir avec ce monde subtil-là pour commencer à voyager dans les croyances et les idées forgées qui se sont construites dans cette trame-là pour apprendre donc justement à dissiper ces pensées collectives-là pour que moi je m'en libère. Mais si je m'en libère moi, ben, je deviens donc un être qui se dissocie en quelque sorte de cette trame-là, qui apprend à se réapproprier sa grandeur, mais aussi en faisant ce travail-là, je contribue à aider l'humanité entière à se dégager de ça. Et tous ensemble, ben, quelque part, si on se met à faire ce travail-là, ben, fondamentalement, on arrive justement, nous, à se sentir plus en paix et en harmonie, puisqu'on est de moins en moins prisonniers de cette fameuse illusion qui s'est construite dans la conscience humaine, et j'apprends automatiquement, moi, à me construire en harmonie avec mes propres valeurs, puis à contribuer, à aider à la conscience humaine à commencer justement à se rendre compte qu'il y a d'autres valeurs qui existent et qu'ils auront peut-être envie de la suivre aussi. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir amener un changement, une transformation dans le monde. Donc, avant de terminer, j'aimerais ça vous demander, vous, comment vous verriez ce nouveau monde-là? Hein, ce nouveau monde-là, finalement, vers une économie de cœur, ça ressemblerait à quoi? Est-ce que ça ressemblerait un peu à ce que je vous ai raconté? Ou est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres visions? Alors, j'aimerais ça que vous puissiez les partager, puisque tous ensemble, on peut se construire ce monde meilleur-là. C'est comme ça que ça commence, par un rêve. Je vous invite à rêver. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine conférence qui proposera de faire un petit voyage vers le retour vers une écologie consciente. Alors, vous allez découvrir à travers cette conférence-là comment il est possible d'accéder justement à la sagesse et à l'intelligence qui anime les différents règnes humains et de quelle façon qu'il est possible de faire un grand travail pour justement se dissiper, se libérer justement des perturbations qui animent ce règne humain-là, de quelle façon qu'on peut renouer contact avec la planète Terre et retrouver justement une écologie plus juste et harmonieuse. Sur ça, donc, je vous dis à très bientôt